Transition, le podcast d'Ostrom Asset Management. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Transition, le podcast d'Ostrom Asset Management qui décrypte les enjeux de la finance durable et de l'investissement responsable. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une classe d'actifs qui a connu un véritable essor ces dernières années, les obligations durables. Ces instruments financiers ne sont plus une nouveauté mais de véritables moteurs de transformation pour les entreprises. Obligations vertes, obligations sociales, obligations de transition, de quoi s'agit-il concrètement ? Quel est leur rôle dans la transition écologique et sociale ? Et surtout, comment ce marché réagit-il face à un contexte politique et réglementaire bousculé ? Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir deux experts passionnés qui suivent le sujet de près. Timothée Pubelier, gérant de portefeuille senior spécialiste des obligations durables, et Sanda Molotkov, responsable de l'équipe recherche, crédit et durabilité chez Ostrom AM. Ensemble, ils vont nous aider à y voir plus clair et à comprendre les dynamiques à l'œuvre. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord Timothée, est-ce que tu peux nous rappeler les différents types d'obligations durables et nous faire un point sur l'état du marché ? Alors bien sûr, déjà il existe plusieurs types d'obligations durables. La première et les plus importantes, ce sont les obligations vertes. Donc les obligations vertes, elles sont destinées à investir dans des projets qui vont avoir un impact positif sur l'environnement. Ça va être par exemple les énergies renouvelables, les bâtiments verts ou bien la mobilité propre. Ensuite, nous avons les obligations sociales. Donc là, c'est des obligations qui vont financer des projets qui ont un impact positif sur la vie des gens, comme l'éducation, la santé, le logement abordable, la création d'emplois ou bien la formation. Ensuite, nous avons les obligations durables qui vont financer une combinaison de projets environnementaux et sociaux. Donc, c'est une sorte d'obligation hybride qui apporte beaucoup de flexibilité, mais qui peut être perçue comme moins ciblée. Ensuite, nous avons les Sustainability Linked Bonds, ou SLB, qui sont des instruments extrêmement intéressants parce qu'elles lient la performance de l'émetteur en matière de durabilité au rendement de l'obligation. Donc, par exemple, l'obligation peut avoir un rendement de 4%, et si elle ne remplit pas ses objectifs durables prédéfinis, elle devra payer plus cher aux investisseurs avec un rendement qui pourrait monter à 5% ou plus, par exemple. Donc ensuite, nous avons des secteurs plus à la marge, comme les obligations de transition, qui sont conçues pour aider les entreprises de secteurs à forte intensité carbone à financer leur transition vers une économie plus durable. Donc contrairement aux obligations vertes, elles s'adressent à des projets en cours de transition vers la durabilité. Ensuite, nous avons les obligations bleues, qui sont dédiées à la conservation et à la gestion durable des océans et des ressources marines. Et enfin, les obligations oranges, qui sont inspirées de l'objectif de développement durable numéro 5 des Nations Unies et qui visent à promouvoir l'égalité entre les sexes et l'émancipation économique des femmes. Au total, le marché des obligations durables représente à peu près 975 milliards d'euros en 2024 et c'est un marché qui est en pleine évolution. C'est assez intéressant de regarder janvier 2024 par rapport à janvier 2025 et depuis le début de l'année, on voit qu'on a moins d'obligations vertes et un peu plus d'obligations sociales ou d'obligations durables. Il y a aussi beaucoup d'évolutions en termes de qui émet ces obligations et on voit que la Chine et les États-Unis sont devenus des moteurs clés du marché, notamment les États-Unis sur la dette sociale. En termes de répartition, les obligations vertes représentent le segment le plus important avec 62% des obligations. Les obligations durables sont à 17%, alors que les obligations sociales sont à 15%. Et enfin, les SLB à 6%. Merci Timothée pour cet état des lieux. Timothée, Sanda, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ces obligations durables aident à financer la transition ? Alors cette transition, qu'elle soit sociale ou environnementale, elle a des besoins de financement qui sont colossaux. Donc sur le côté environnement, on a par exemple l'Agence internationale de l'énergie qui estime que nous avons besoin de 3 500 milliards de dollars d'investissement par an pour atteindre nos objectifs d'ici 2030. Donc pour se rendre compte, c'est absolument énorme. La capitalisation financière du CAC 40, on est autour de 2,5 trilliards. Et 3 500 milliards, c'est plus que 2 fois l'ensemble des bitcoins en circulation, par exemple. Donc on a des besoins qui sont extrêmement importants, notamment pour financer les énergies renouvelables ou les batteries, par exemple. Justement, faisons un focus sur le secteur des utilities en Europe, dont la transformation est au cœur de la transition énergétique. Sur les 75 milliards d'euros d'émissions obligataires du secteur de l'année dernière, 70% étaient verts. Selon Repower EU, un groupe de travail de l'Union européenne, les besoins de financement du secteur de la transmission et de la distribution d'électricité s'élèvent à 584 milliards d'euros jusqu'en 2030, ce qui entraînera une augmentation des CAPEX de l'ordre de 60 et jusqu'à plus 300% selon les opérateurs. C'est vraiment énorme. Une partie de ces investissements pourra justement être financée sous forme d'obligations vertes pour construire de nouveaux réseaux reliant les fermes renouvelables, moderniser les réseaux existants face à la demande croissante engendrée par les véhicules électriques et les data centers, et aussi adapter les infrastructures aux défis du changement climatique,
notamment en enfouissant 40% des lignes électriques aériennes. Donc cette transition énergétique va avoir un deuxième effet positif. Elle va générer l'émission de nouvelles obligations sociales. En effet, la transition vers une économie plus verte devrait entraîner la création de 24 millions d'emplois d'ici 2030, selon l'Organisation internationale du travail. Donc qui dit nouvel emploi, dit formation, développement des compétences, et il va y avoir d'énormes besoins à ce niveau-là. Plus globalement, la transition vers une économie durable doit tenir compte des impacts sociaux et en particulier s'assurer que les travailleurs des secteurs en déclin soient soutenus par des programmes de formation, de reconversion professionnelle et des filets de sécurité sociale. Les obligations durables sont donc un instrument nécessaire pour mener une transition juste. Merci Timothée. Sanda, au-delà des bonnes intentions, est-ce que tu peux nous dire comment les équipes d'Ostrom AM analysent les différentes obligations émises pour faire en sorte que les investisseurs y trouvent leur compte ? Bien sûr. Le point de départ de notre approche est que le marché des obligations durables est encore un marché auto-labellisé. Donc attention, risque de controverses potentielles. Nous déployons une analyse qualitative visant à évaluer si une obligation verte, par exemple, est bien durable ou pas, selon nous, complétée par une évaluation quantitative du fléchage des fonds levés pour le financement des projets spécifiques. D'un point de vue qualitatif, nos 22 analyses crédit et durabilité étudient les projets financés par les obligations dans le contexte global de l'émetteur. Ça veut dire quoi? On regarde son modèle économique, sa stratégie de transition climatique, sa capacité de financement et l'alignement des projets financés avec ses ambitions. Seulement dans un deuxième temps, nous analysons le cadre des obligations elles-mêmes et l'utilisation concrète des fonds, ce qui nous permet d'avoir au sein de la maison une lecture de la répartition des projets financés et donc de leur impact. Cette double évaluation, à la fois de l'émetteur et de l'obligation, nous permet d'accompagner la décision d'investissement des gérants et de renforcer nos positions quand nous sommes confortables avec l'entreprise émettrice et avec la direction prise par les activités financées en obligations durables. Cela nous permet également d'anticiper les situations de crédit problématiques ou qui peuvent le devenir. Et enfin, cela nous permet de vérifier dans le temps que l'entreprise tient la promesse de fléchage des fonds levés vers les projets initialement prévus. Prenons Timothée, tu te rappelles, si on prend l'exemple de cette entreprise nord-américaine qui prétendait financer les barrages hydroélectriques avec des obligations vertes. Après analyse, nous avons découvert qu'une partie des fonds servait en fait à la rénovation des projets nucléaires existants et donc la confiance ayant été rompue, nous avons décidé de les sortir de notre univers investissable. Merci Sanda. Mais si on se base sur ce qu'on vient de se dire, quelles sont les perspectives du marché des obligations durables ? L'Europe est en tournant. Entre la sortie des États-Unis de l'accord de Paris, la compétition avec la Chine sur les technologies vertes et la hausse des prix de l'énergie depuis la guerre en Ukraine, l'Union européenne doit revoir ses priorités entre la souveraineté énergétique, le maintien de la compétitivité des entreprises européennes et le climat, bien entendu. Les enjeux du financement de la défense européenne se sont rajoutés récemment sur la table, depuis que l'Europe a compris qu'elle ne pourrait plus compter sur les États-Unis pour garantir sa sécurité. Reste à voir où se positionneront les objectifs climatiques et leur financement dans cette nouvelle équation. Face à cette situation, le train de mesures nommé Omnibus, annoncé le 26 février par la Commission européenne, ensemble avec le pacte pour une industrie propre, illustre ce challenge. Pour autant, ces mesures nous semblent une approche plutôt raisonnable et pragmatique. En l'occurrence, le package Omnibus vise à simplifier les règles en matière de reporting de durabilité pour les entreprises et de fait réduire les charges administratives leur incombant. En tant qu'analyste, la moindre couverture et profondeur de l'obligation de reporting va rendre notre travail d'utilisateur moins facile que l'on espérait. Pour autant, nous ne pensons pas que cela remette en question la volonté des entreprises de garder leurs objectifs de durabilité, en particulier concernant le climat. En effet, malgré leur sortie des plus grandes alliances net zéro et un environnement ambiant, notamment aux États-Unis, bien plus favorable aux énergies fossiles, nous constatons que les entreprises gardent quand même leur engagement climatique. Elles vont vraisemblablement être moins vocales quant à leurs objectifs, mais il nous semble qu'elles restent tout aussi disciplinées, voire encore plus réalistes sur leur plan de transition, car bien plus matures dans leurs réflexions. Alors, je suis complètement d'accord avec Sanda. Les deux principaux drivers pour les perspectives 2025 du marché durable seront le politique et l'évolution des réglementations. Côté politique, on a un retour de Donald Trump à la Maison-Blanche qui change beaucoup de choses. D'abord, on a un assouplissement des réglementations environnementales et un regain d'intérêt pour les énergies fossiles. Donc, outre-Atlantique, on a carrément des entreprises qui vont aller jusqu'à se faire le plus discrète possible sur les bienfaits qu'elles font au niveau ESG. On appelle ça le green hushing.
Ensuite, Sanda a parlé des évolutions de dépenses de défense dans le cadre européen. Et sans vouloir être provocateur, on peut se demander, est-ce que la défense a une chance d'intégrer le cadre réglementaire ESG ? D'instinct, on a envie de répondre non, mais en vrai, la défense contribue positivement à plusieurs objectifs sociaux comme la paix, la sécurité, la protection des droits humains. Donc c'est une question qui va se poser et vu les montants engagés, ça peut être transformatif pour le marché de l'ESG. Donc cela pourrait justifier l'intégration de technologies de défense non létales ou des programmes de désarmement dans les investissements ESG. Par ailleurs, on a des acteurs traditionnellement considérés comme exclus du monde durable, à savoir les pétroliers, qui pourraient offrir demain un exemple concret de transition réussie avec le SAF. Donc le SAF, c'est Sustainable Aviation Fuel, et c'est un carburant d'aviation durable issu des déchets alimentaires ou d'huile végétale et qui permet de réduire les émissions de CO2 jusqu'à 80%. Or, le SAF est souvent produit par des acteurs de l'industrie pétrolière qui maîtrisent les processus d'hydrocarbures et adaptent leur production. L'adoption du SAF dépend encore fortement des politiques d'incitation gouvernementale car son coût de production reste très élevé. Toutefois, à terme, on pourrait bien voir des pétroliers émettre des obligations vertes pour financer les investissements nécessaires. Le marché des obligations durables devrait donc continuer de croître avec des besoins de financement colossaux, même si demain, les domaines d'application sont susceptibles d'évoluer. La réglementation et le contexte politique auront donc un rôle clé dans l'orientation de ces investissements. Le monde n'a donc pas fini de nous surprendre. Merci Sanda, merci Timothée pour vos analyses passionnantes. Merci. Merci. Merci à vous auditeurs de vous être joints à nous pour cette nouvelle édition de Transition, le podcast d'Ostrom Asset Management. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos épisodes sur les principales plateformes de podcast ou sur notre site web. À bientôt.